Salut Gaël. Merci d'avoir à nouveau accepté mon invitation pour un nouvel épisode du podcast. Merci à toi d'avoir renouvelé cette invitation. Avec plaisir. Pour ceux qui veulent du coup te découvrir et te connaître, je les laisse aller écouter le premier épisode qu'on avait fait, qui était notamment sur la préparation physique en MotoGP et le travail qu'on avait réalisé avec Johan Zarco. Là aujourd'hui, on va sortir du sport MotoGP et on va s'intéresser à quelque chose d'un peu plus global, qui est le projet sportif. Tu as joué un rôle un peu central dans tes expériences où tu as été confronté réellement à ce que c'était un projet sportif. Du coup, je te laisse déjà définir ce que c'est et... Ouais, écoute, oui, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir toucher aussi ce domaine-là au-delà de l'aspect de la préparation physique avec une réflexion plus globale d'un projet sportif. Alors après, un projet sportif, c'est, je dirais, pas forcément facile à définir parce qu'il va dépendre aussi de l'état d'avancement de carrière de la personne. Et même en parlant d'état de carrière, on peut aussi parler aussi du jeune enfant qui peut être inscrit dans un cursus de formation qui peut-être l'amènera vers le sport de haut niveau et peut-être le sport professionnel. Donc le projet sportif, c'est surtout effectivement définir un cadre dans lequel, je dirais, l'athlète va se sentir à l'aise à la fois sur les objectifs sportifs et potentiellement aussi sur les objectifs extrasportifs, parce que si on parle de sportifs de haut niveau et de sportifs professionnels, les deux objectifs sont plus ou moins reliés. Alors après, c'est parfois difficile parce que le résultat amène, on va dire, la situation économique, mais parfois la situation économique amène aussi à dévier sur quel choix sportif tu peux mettre en place. Donc voilà, l'idée du projet sportif, c'est d'essayer de se donner des objectifs sur ces différents plans. Et à partir de ces différents plans et objectifs, quelle stratégie tu vas mettre et en fonction des stratégies, quel choix tu fais pour répondre à tout ça. Et, à partir de quel moment il faut commencer à réfléchir à un projet sportif? Enfin, je pense le plus tôt est le mieux. Le plus tôt, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu flou. Mais dès lors que, je dirais, un enfant rentre dans un processus de compétition et compétition, on va dire, qui l'amène quand même à tendre vers le haut niveau, je pense qu'il faut commencer à y réfléchir. Ce qui veut dire que si on est dans un processus de compétition, mais qu'on est dans un niveau départemental ou régional, et qu'on est d'abord là pour du plaisir, au départ, ça sert à rien de s'imaginer de faire des plans sur la comète et partir dans un projet qui est finalement hors contexte. Mais effectivement, dès lors qu'on rentre dans ce cadre de compétition et où les enjeux deviennent, je dirais, plus nationaux ou en tout cas avec des enjeux où il y a peut-être la possibilité de rentrer dans un cursus de formation fédérale ou même privé, mais pour aller tendre vers un projet sportif professionnel, alors je pense que c'est intéressant de réfléchir à ce moment-là déjà à quel projet sportif je peux mettre en place, sachant qu'après le projet, c'est pas parce qu'on l'a défini au départ qu'il est figé, hein. Il évolue forcément, que ce soit en mois, en années ou en plusieurs années. Ouais. Quel domaine tu as dans ton projet sportif? Et c'est ce que je pense que ce que tu voulais dire par l'évolution, c'est que plus on avance ou plus le projet s'affine, plus tu as un domaine qui va prendre le pas sur l'autre, ou enfin ça va s'articuler en différents domaines. Lesquels tu vois?
Et puis potentiellement, peut-être qu'il y a des domaines que tu n'as pas forcément au début et qui viennent se rajouter au fur et à mesure. Mais donc, de toute façon, on parle de sport. Donc, avant tout, il y a déjà le projet, je dirais, ou le domaine technique. C'est-à-dire que si on parle de vélo, c'est est-ce que je suis capable de bien pédaler ou techniquement réaliser tout ce qu'on me demande de faire, bien monter, bien descendre, faire un saut. Je connais pas trop le VTT, donc je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas des banalités. Mais voilà, si je parle de la moto, c'est voilà, passer mes vitesses, comment je dois prendre mes virages, voilà, les choses, voilà, le tennis, le coup droit, enfin voilà. Déjà, qu'est-ce que je mets techniquement en place pour progresser? Parce que avant même de parler de la préparation physique, la préparation mentale, la nutrition et tout ça, la priorité, c'est déjà cet aspect technique où je pratique un sport, il faut déjà que je sois bon techniquement dans ce sport-là. Après, évidemment, et je dirais quel que soit l'âge, on va commencer à ajouter la préparation physique. Aujourd'hui, la dominante mentale prend de plus en plus de place et elle est, oui, très importante. Mais attention non plus, je dirais, en tout cas, ça c'est vraiment un ressenti. Et je te laisse me couper, hein, on peut échanger en même temps. Mais presque aujourd'hui, elle prend tellement de place qu'on y met un focus tellement important que on y met la réussite et l'échec sur le dos facilement. Euh, Ensuite, il y a tout ce qui paraît hygiène de vie, hein, évidemment, avec le sommeil, la nutrition et tout ce qui va avec. Si on parle des jeunes, il ne faut pas oublier la formation scolaire, parce que si à un moment donné, on n'arrive pas à atteindre l'objectif final qui est de devenir professionnel, il faut quand même pas avoir oublié la formation scolaire pour avoir un avenir professionnel, quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, même s'il reste dans le domaine sportif, il faut bien qu'on soit en capacité de se former. Et, euh, et après, voilà, déjà, ça c'est pour moi un peu la base du projet sportif. Et après, évidemment, au fur et à mesure que l'enfant va potentiellement grandir, les besoins économiques vont être peut-être de plus en plus importants. Et donc, c'est là que vient un peu cette dimension économie, image aujourd'hui, parce qu'entre les réseaux sociaux et tout ça, finalement, même des gamins, il faut soigner l'image parce que ça peut attirer des sponsors ou autres. Mais du coup, c'est effectivement quel modèle économique je mets en place pour, à minima, dans un premier temps, financer tous les besoins que je peux avoir pour répondre à l'aspect vraiment purement sport, performance, quoi, je dirais. Puis il y a aussi le côté, même quand tu parles de l'image, c'est la personne que tu es, les valeurs que tu transmets, le comportement que tu as. Tu vois, aujourd'hui, si tu veux rentrer dans une équipe, tu prends deux athlètes au même niveau, il y en a un, il fait n'importe quoi, il insulte la moitié de ses concurrents, l'autre, il est peut-être un petit peu plus réservé, ou du moins il écoute, il dit bonjour à tout le monde et ça se passe bien dans le paddock. Je pense que l'équipe, généralement, ça fait partie de ses choix, quoi. Ouais, bien sûr, de toute façon, quel que soit le sport, hein, aujourd'hui, si on parle effectivement du très haut niveau du sport professionnel, je dirais aujourd'hui, le sport professionnel, je parle souvent de sport business maintenant. Et dans le business, tu as aussi politique. Donc derrière, finalement, l'image prend presque justement le pas sur la performance. Et on va préférer, malheureusement, quelqu'un de peut-être plus lisse et plus modéré dans ses propos ou dans différentes choses que quelqu'un qui va peut-être être clivant, un peu showman ou autre, parce qu'on n'aime pas que les gens rentrent pas dans le cadre, quoi. Donc que ce soit un cadre fédéral ou le cadre d'une entreprise qui peut être on va dire un club qui te recrute ou autre. Alors après il y a rentrer dans le cadre et rentrer dans le cadre aussi, mais en tout cas voilà, l'image a effectivement aujourd'hui une valeur qui est très importante, l'attitude et autres. Alors après, attention, je dis pas qu'il faut être je dis, on n'est pas en train de comparer un voyou et pas un voyou, hein, attention, mais c'est vrai que
Si on prend même un exemple du tennis, ben, un gamin qui va casser que des raquettes, à un moment, aujourd'hui, on va peut-être lui dire, bon, on va peut-être lui donner moins d'attention par rapport à un gamin qui va être capable, dès petit, de contrôler ses émotions et de montrer que même quand il est frustré, ben, il va pas jeter des raquettes ou les casser parce que c'est mieux. Et puis après, derrière ça, au-delà, ben, pour l'image d'une académie ou l'image d'une marque, c'est mieux d'avoir un athlète qui va pas casser ses raquettes plutôt que quelqu'un qui va à chaque fois s'énerver et les casser. Et ça, c'est pareil pour un peu pour tous les sports. Donc effectivement, oui, aujourd'hui, l'image peut aussi prendre le pas finalement sur la performance sportive. Parce que sport professionnel égale sport business et il y a tellement d'investissements en jeu de la part des marques qu'il faut un retour sur investissement et l'image en fait partie. Ouais, c'est ça, c'est le gars qui va casser et qui va cracher à chaque course. Bah, l'équipe va lui dire, écoute Coco, là on en a marre de racheter des motos quand même. Aussi, ouais, si on parle de la moto, c'est un peu l'idée. Ouais. Mais nous à vélo c'est la même chose, c'est que il y a moins cette envergure, mais un bon niveau national, normalement tu te fais donner, enfin ton vélo il est prêté par l'équipe ou par la marque pour les meilleurs nationaux. Avant d'être payé, déjà tu es totalement défrayé. Si à chaque course tu casses une roue, ton vélo il est pas entretenu, tu vois ce que je veux dire, tout ça, ben toi ça va te pénaliser dans tes courses, et deux, ton équipe et les relations avec le mécano et tout, ça va pas être la même chose, tu vois, t'auras pas la même attention. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais ça, ce dont tu parles là, ça me fait rebondir sur quelque chose, mais c'est notamment finalement l'éducation au sens plus large. Je pense que toi et moi, on est à peu près de la même génération. Avant de devenir, on va dire, professionnel de l'encadrement dans le sport, on a été aussi des sportifs, plus ou moins de bon niveau, sans prétention aucune. Mais moi, j'ai souvenir d'éducateurs où moi, je suis issu du foot hein, au départ. Mais j'ai souvenir d'éducateurs qui m'ont appris l'importance de nettoyer ses crampons, de préparer ses affaires, de respecter les autres. Donc ces valeurs, oui, on les retrouve dans le sport, mais aujourd'hui, on est face à des gamins qui aujourd'hui pratiquent le sport pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que soit tu as des parents derrière qui pensent qu'ils peuvent devenir le Mbappé de demain ou je ne sais pas quel autre athlète si on prend tous les sports, mais le Nadal ou le Federer, si on parle du tennis, un Marquez ou un Valentino Rossi à la moto au vu de la quantité de titres qu'ils ont chacun. Euh, et du coup, finalement, les parents les poussent dans une direction, donc, mais les amènent plus à espérer la réussite de leur gamin, mais je ne sais même pas s'ils l'espèrent sur des raisons sportives ou juste par rapport à l'appât du gain que peut-être ils vont arriver à récupérer sur la potentielle réussite de leur enfant. Et donc, du coup, finalement, ça les amène à une dérive totale dès le départ où, en fait, ben, on est presque sur des enfants rois ministarisés à 12 ans où la maman, elle porte le sac et si elle n'a pas mis la gourde dedans, c'est le gamin qui l'engueule parce qu'elle a oublié la gourde. Et en fait, c'est le monde à l'envers, quoi. Et je pense que bon, c'est à l'image de la société globale, hein, et donc des enfants qu'on retrouve simplement dans le système scolaire aussi. Et donc l'attitude aussi que les marques vont rechercher chez un sportif, elle est dépendante aussi finalement de l'éducation qu'on a donnée à l'enfant dès le départ. Alors l'éducation soit de la part des parents, mais finalement aussi des éducateurs, parce qu'on a aussi notre part à jouer. Mais on ne peut pas non plus faire l'éducation qui se passe à la maison. Et toi, tu peux donner les meilleures consignes à ton jeune ou moins jeune quand tu l'encadres en compétition. Si dès lors qu'il monte dans la voiture et qu'il est avec son père et que quand toi tu lui dis d'aller à droite, son père lui dit d'aller à gauche, à un moment, ça va pas matcher. Le gamin, il va pas savoir quoi faire. Donc voilà, cet aspect image, comme tu en parlais, me fait aussi rebondir là-dessus. Et donc aujourd'hui, dans le projet sportif, des fois, on peut mettre, je dirais que les parents mettent un peu la charrue avant les bœufs. Et du coup, finalement, leurs enfants ne pratiquent pas pour les bonnes raisons. En tout cas, moi, j'ai souvenir que quand j'étais gamin, je jouais au foot
voilà, être content sur un terrain, marquer des buts, passer du temps avec mes copains et parce qu'on jouait bien, on allait sûrement gagner des matchs, mais en fait, ça s'arrêtait à ça, quoi. Et même si on gagnait une médaille, on avait l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde, mais il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc, en fait, on avait des joueurs qui étaient starisés grâce à la télé, mais en fait, on n'imaginait pas l'impact financier ou autre derrière. Et donc, du coup, peut-être juste devenir professionnel parce que ça permettait de faire d'une passion un travail, ça devenait peut-être un objectif. Mais en fait, on parle justement d'un truc que ça devienne un travail, pas que ça devienne un possible moyen de richesse, en fait, tu vois. Et donc, du coup, finalement, ta motivation, elle est, elle est pure. Elle est pas biaisée, quoi. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'en fait, ça dépend. Le sport, d'une certaine manière, c'est une sorte d'espèce d'ascenseur social et dans des milieux où c'est très défavorisé, ben, c'est quasiment le seul moyen. Je parle pas qu'en France, hein. Enfin, en France, on a de la chance Ouais, quand même. Mais dans des pays, et tu regardes le Brésil ou tu vois, sur des pays qui sont en voie de développement, etc., où en fait, il y a des mecs qui ont grandi, ils ont appris à jouer dans les favelas et maintenant ils sont des contrats à des millions d'euros. Donc, enfin, ils voient ça, les jeunes qui sont là-bas et les parents, ben, ils se disent en fait, ouais, effectivement, c'est le seul moyen. Mais c'est sûr que, ouais, je pense que la première étape d'un projet sportif, c'est la raison, c'est pourquoi tu fais du sport. ah ouais, ouais, complètement. Ouais. C'est, enfin, je me souviens, enfin, quand je faisais du sport, j'étais en sport-études, j'étais en chambre à l'internat avec maintenant un gars qui a gagné le général de la coupe, enfin, qui gagne des coupes du monde. Et moi, j'étais pas du tout à haut niveau. Lui, il commençait déjà à gagner des coupes du monde junior, etc. Et je lui dis, ouais, mais tu penses que tu vas passer pro? Lui, dans sa tête, jamais je passerai pro. Tu vois? Ah, Ouais. ça me casse l'école, ça me casse la tête. En vrai, si je peux faire du vélo toute l'année, ça serait bien, quand même, tu vois? Et Ouais. enfin, en fait, j'ai toujours cette image-là où j'avais 16 ans et genre, on discutait tous les deux dans notre chambre avec, tu vois, l'expérience qu'on avait. Et maintenant, quand je le vois gagner les Coupes du Monde, tu vois, et tu vois, ça fait partie maintenant des mecs où c'est vraiment des athlètes. C'est-à-dire que ça fait le job, ça sait gérer les partenaires, ça fait, tu vois, ça a appris son métier de sportif de haut niveau et de sportif pro. Mais lui, à la base, c'est, ouais, non, mais en fait, quand je suis sur mon vélo, j'ai un truc qui se passe dans mon cerveau, je peux pas faire autre chose dans ma vie. Ouais, ouais. Tu Ouais, connais. c'est une forme de vocation, de passion, mais parce qu'il le vit comme ça, il a la côté qui est arrivé, on va dire. Mais au départ, lui, c'est ce qu'il veut, effectivement. Et c'est comme ça que je pense on devrait le voir. C'est qu'effectivement, je fais du sport avant tout pour m'épanouir. Si après, ça me permet de m'épanouir professionnellement parce que ça devient mon métier et que derrière, j'arrive à apprendre de ce nouveau métier parce que comme tu le dis, après, ben, oui, il y a la partie sportive, mais après, ben, il faut savoir gérer son image, ses partenaires, quelles sont les attentes des uns et des autres. Mais voilà, le, le truc premier qui l'a amené vers ça, c'était simplement le fait d'être bien sur son vélo et d'être heureux à le faire, quoi. Ouais. Et justement, comment ne pas tomber dans le travers de ce que tu disais, c'est que tu as tes différents domaines, et si trop tôt tu as un domaine secondaire qui vient prendre le dessus sur les autres, ben, du coup, le projet, il se casse. Enfin, il se casse et tu n'arrives pas à faire ton ascension. Comment un peu les signes alarmants, tu vois, quand tu es athlète ou quand tu es éducateur ou entraîneur, pour essayer un peu d'accompagner les jeunes, est-ce que tu as des moyens de le voir, de prévenir un peu ça? Ah, c'est ouais, non, une question un peu difficile pour avoir une réponse un peu claire, mais le premier truc, c'est déjà essayer de prendre du recul régulièrement, hein, dans le sens où euh, régulièrement, que ce soit au cours d'une saison ou de l'accumulation des saisons, à un moment donné, il faut relever la tête et il faut, ok, on avait des objectifs. Admettons, tu as une base d'objectifs physiques par rapport aux classes d'âge, sur des temps de sprint, une endurance, un truc. Pareil sur le côté technique, en fonction de quel que soit le sport. Déjà,
en fonction de ça, tu peux déjà faire un point sur, OK, là, on en est là. Est-ce que du coup, sur ce qu'on vise, on suit la bonne, je dirais la bonne dynamique, ou peut-être la dynamique, à un moment donné, elle a un coup de moins bien, et là, il faut arriver à identifier pourquoi. Est-ce que peut-être l'enfant, il est en pleine croissance, et donc ça explique le fait que peut-être, oui, il a des performances moindres, parce que comme il a pris 15 cm, et il ne sait plus où mettre ses jambes et ses bras en même temps, donc du coup, il se déplace moins bien, donc il est moins performant, mais pour autant, c'est quelque chose de transitoire, et ça, il faut l'accepter. Parce que si tu l'acceptes pas, tu vas faire quoi? Tu vas t'entraîner encore plus, mais comme tu vas t'entraîner encore plus, tu vas venir sur des blessures de croissance ou autre, et puis du coup, finalement, tu pars dans le cercle vicieux de je suis blessé, je m'entraîne moins, je suis encore moins performant, je suis moins motivé, et après, tu perds aussi le pourquoi de tu fais les choses. Donc ça, je pense que c'est déjà quelque chose d'assez fondamental, effectivement, régulièrement, de faire le point sur des critères, je dirais, un peu précis. Et l'échange et le dialogue aussi, si on parle d'abord de la formation avec l'enfant, l'adolescent ou autre, de se rassurer et de pourquoi il fait les choses, parce que finalement, c'est à lui de savoir le pourquoi. C'est pas je le fais pour mon papa ou pour ma maman ou pour n'importe qui. Et s'assurer que tout au cours de son projet, il fait toujours les choses pour lui et pas pour les autres. Donc ça, c'est de l'échange et du dialogue. Et après, plus tu avances, je dirais, dans le temps, et que tu es sur, on va dire, un projet qui est déjà abouti, et où là, l'athlète est un sportif professionnel, euh, pour arriver à essayer de voir si tu vas dans la bonne direction ou pas, c'est surtout tes résultats qui vont parler. Euh, et si t'es... Mais on parle plus ou moins des mêmes critères, c'est-à-dire que je parle là aussi un peu de mon expérience, mais si finalement, quand tu t'entraînes, physiquement ça va, tout ce que tu fais à l'entraînement, avec les références que tu as aussi du passé, tu es toujours plus fort ou autre, mais qu'en compétition ça va pas, l'idée c'est d'essayer de comprendre pourquoi en compétition ça va pas, et donc peut-être de faire évoluer tes sphères, c'est-à-dire que, admettons, ta sphère mentale, elle est moins présente à un moment, et peut-être c'est celle qui te fait défaut, et donc à un moment donné, il faut peut-être lui donner un peu plus d'importance pour que finalement, tout ce qui se passe à l'entraînement puisse se voir lors de la compétition, parce qu'il y a un décalage entre les deux. Ça peut être à un moment donné, on parlait d'image ou autre, mais tu peux, on va dire, un sportif dans son projet abouti, il est dans un club ou dans une écurie, il y a des changements dans le club ou l'écurie, et il se sent pas à l'aise avec ces changements-là, du coup il perd en performance. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu changes de club ou d'écurie, ou est-ce que c'est toi qui te mets à l'aise avec ça et que tu travailles sur toi pour justement devenir à l'aise avec ça? Donc c'est un peu sur ces références-là que je travaillerai pour essayer de faire évoluer le projet sportif. Mais c'est donc chez les jeunes, c'est plus on a tendance à mettre les gamins dans des cases, mais c'est effectivement bien vérifier que sur la courbe prévisionnelle de performance, on la suit. Si on la suit, on continue, et puis on ajuste au fur et à mesure. Mais si on la suit pas, c'est essayer de comprendre pourquoi et de prendre les meilleures décisions possibles pour faire évoluer, je dirais, positivement la courbe, et pas justement aller dans le pire. Et après, plus grand, c'est pareil, c'est la performance qui va après te guider dans toutes tes sphères, je dirais. Et c'est là aussi qu'après, il faut arriver à faire évoluer le chemin, parce que c'est ce qui est beau, je trouve, dans l'entraînement, et je le dis souvent, mais pour un même résultat ou un même but, tu peux avoir finalement autant de chemins
qu'il existe d'entraîneurs ou de préparateurs physiques parce que chacun a une appétence particulière, chacun a une vision un poil différente avec des bases communes, et finalement, toutes les solutions peuvent marcher. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de trouver ce qui marche le mieux pour la personne sur une situation donnée, quoi. Ouais, en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis. Enfin, de ce que souvent, dans les modèles de performance fédéraux, en disant, ben, à tel âge, il faut qu'il court le 100 mètres à tel temps, ou qu'il nage le 200 à tel temps. Sauf que, comme chacun est différent, si l'enfant, il a fait du foot avant et qu'il se met au tennis, forcément qu'il sera pas bon au tennis la première année. Mais Ouais. tu vois, c'est de se dire, ben, pourquoi en fait, pourquoi il est pas bon au tennis? En fait, ben ouais, il faut juste qu'il prenne le temps de s'accommoder au tennis. Et d'un autre côté, dire, ben ouais, mais en fait, ok, la courbe elle fait ça. Lui, il est parti de là. Donc en fait, il a du retard. Mais par contre, ouais, il est un peu en dessous. Mais par contre, il a fait une progression de 80% alors que la courbe normale, elle mettait 5% par an. Mais parce que lui, il a rattrapé. Ouais, non, c'est sûr qu'après, c'est du cas par cas, hein, et c'est là où justement il faut arriver à prendre le recul nécessaire. Parce que aujourd'hui, on est dans une société où on fait que se comparer aux gens, et même des gamins, enfin, aujourd'hui, même les enfants, on est toujours en train de les comparer les uns face aux autres. Et le système fédéral, à un moment donné aussi, on est obligé aussi de mettre un peu un cadre pour essayer de faire de la détection. Mais effectivement, et là, il y a des documents qui sont sortis un peu là-dessus. Et il y a des gens qui essaient de faire des choses différentes en prenant en compte une forme d'âge biologique par rapport à l'âge, on va dire, administratif et physique. Et donc, en fonction de ça, essayer de, 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 de mieux estimer le potentiel d'évolution, ou en tout cas à quel degré d'évolution l'enfant peut être. Donc ça permet parfois un peu de minimiser soit un retard, soit une avancée, parce que finalement c'est pareil, on peut se dire ouais, lui c'est un génie, ouais, mais effectivement peut-être il a grandi un peu plus tôt, et donc du coup à âge égal il se sent peut-être plus fort. Moi j'ai ce souvenir gamin, hein, où j'ai grandi un peu tard, et finalement ouais, ben, au foot j'allais pas au contact et on me l'a reproché. Mais en même temps, j'avais aussi d'autres gamins qui faisaient presque 2 fois ma taille, et toi, t'arrives, t'es là, t'as l'impression de jouer face à des géants, sauf que, en fait, on a tous le même âge, on a 12 ou 13 ans, quoi. Et forcément, si tu vas jouer à la tête, par exemple, t'es désavantagé, donc, enfin, voilà, donc, pour dire qu'il faut toujours essayer de comparer ce qui est comparable, prendre assez de recul pour effectivement, en fonction de d'où part l'enfant, parler du tennis tout à l'heure, effectivement, si c'est sa première année, ça sert à rien de le comparer face à un gamin que ça fait déjà 5 ans qu'il joue. Et en tout cas, ou alors prendre les bons facteurs de comparaison pour essayer de, de faire parler au mieux les choses, et encore une fois, prendre les meilleures décisions possibles pour faire évoluer le projet de l'enfant, en respectant toujours ce pourquoi on pratique, et pas se tromper de pourquoi, quoi. Et après, il y a autre chose, c'est il y a la comparaison avec les autres, mais il y a aussi la comparaison avec l'athlète. Tu parlais tout à l'heure de la sphère mentale, ou de la sphère technique ou physique, mais souvent, il y a plein de parents, ils voient leurs enfants, ils se débrouillent super bien et tout. Ils vont sur des grosses compétitions, hop, le gamin il stresse ou ça va pas. Enfin, ou il stresse pas, ou juste il performe pas comme on l'espérait. Ah ouais, c'est le mental, on va lui prendre un préparateur mental. Mais parfois, c'est juste de se dire, en fait, ben, ok, tu sais, il fait sa pratique de club où tout va bien. Toi, tu l'as emmené sur une compétition nationale avec 2000 personnes, le x10 de jeunes au départ, un circuit qui est 10 fois plus dur. Ben, forcément que le gamin, il a peur, en fait. Il a pas de mental, tu vois, et c'est du coup de se dire, ben, peut-être qu'il faut juste l'entraîner, le laisser apprendre là-dedans. Et un jour, il va se sentir bien. Et s'il a envie et qu'il s'amuse, ben, ça se passera bien, tu vois. Et Non, oui, complètement. Là, bon, on va dire, je prêche un convaincu, mais euh, c'est pareil, hein, je parle d'un vécu, mais
évidemment, la sphère mentale, elle est importante, mais aujourd'hui, on met tout et n'importe quoi dans la sphère mentale, en fait. Et pour moi, le premier préparateur mental, c'est de toute façon l'éducateur ou l'entraîneur. Parce que, qu'on soit dans un sport individuel ou collectif, c'est le premier qui va donner des consignes, qui va essayer de discuter avec son joueur, athlète, essayer de comprendre ses émotions, essayer de lui expliquer, et ça c'est de la pédagogie, hein, c'est pareil quand tu commences la formation où au départ tu fais pas vraiment de compétition et que petit à petit tu viens à la compétition, il faut expliquer de manière pédagogique c'est quoi la différence entre jouer pour jouer et que même si je gagne un point, ben, c'est pas grave, l'important c'est de participer, et jouer et où ben, là si je gagne un point je gagne le match, et si je le gagne pas je perds et donc j'ai perdu quoi. Et ça, en fait, c'est des choses qui s'apprennent et on n'a pas forcément besoin de parler de préparation mentale comme on l'imagine pour expliquer ça. Ça fait partie finalement du processus normal de l'entraînement et de l'apprentissage. En tout cas, ça, c'est mon ressenti et ma vision. Et effectivement, si on a loupé cette étape-là, bien sûr, on va tirer tout de suite des mauvais plans sur ah ben il n'a pas réussi, alors on va mettre cette sphère-là en plus ou autre. Mais en fait, effectivement, même chez l'enfant, il faut essayer aussi de lui faire vivre ses expériences. Mais après, sans pousser ça, il faut aussi que cette expérience-là, il puisse la verbaliser et la verbaliser avec quelqu'un. Et ça, justement, c'est à l'entraîneur ou alors un parent suffisamment bienveillant et à l'écoute pour pas juger, parce que c'est pareil, si le gamin il vient se livrer à son père ou à sa mère et qu'il lui dit ouais j'ai été un peu stressé tout ça, et que la première réaction du papa c'est de dire ouais ben t'es nul, t'as perdu, voilà, alors que d'habitude tu joues bien, j'ai perdu mon après-midi pour t'amener jouer à ton tournoi, bah ça peut pas marcher. Maintenant si le papa est plutôt bienveillant ou la maman, qu'importe, mais on va dire ah oui effectivement ben c'est normal, il y avait plus de monde, donc tu as été stressé, enfin, qui va essayer de l'écouter et de comprendre à la fois sa déception, sa frustration ou autre. Ça va aider l'enfant en fait à comprendre pourquoi il n'a pas réussi, et du coup finalement à la fois d'après, à expérience égale, à avoir déjà finalement un vécu, et donc à avoir des comportements qui vont être plus adaptés à la situation face à laquelle il est. On va prendre, en restant sur un exemple de tennis, Alcaraz qui perd sa demi à Roland-Garros contre Djoko, où bon, il a apparemment eu des crampes parce qu'il était trop stressé. Alors oui, c'est possible. Et donc de là, tous les médias et tout le monde ont dit ah ben voilà, encore une preuve que la préparation mentale, c'est super important, tout ça. Oui, c'est vrai. Et d'un autre côté, il a vécu son expérience. Il a vécu le fait qu'il a mal su gérer cette surcharge de stress et de tension. Et bien peut-être que le fait de l'avoir vécu, il ne le revivra jamais en fait. Parce qu'aujourd'hui, il saura que quand il rencontre Djoko en demi-finale de Roland, il saura ce que ça fait, et en fait, il ne la reperdra pas, sa demi-finale, parce qu'il n'aura plus de crampes. Alors oui, un préparateur mental va pouvoir l'aider en amont à le faire, mais peut-être que c'est bien aussi de la vivre l'expérience et d'avoir cette forme d'échec-là. Parce que du coup, au moins, après, tu sais comment l'affronter. Et je trouve aujourd'hui, on essaie toujours d'anticiper toutes les situations. Et finalement, comme on ne les vit pas, on pense on a l'impression de savoir ce qui doit se passer si on devrait la vivre. Et en fait, on ne la vit jamais parce qu'on nous apprend toujours à essayer de faire autrement. Et je pense que chez l'enfant, il faut quand même le laisser aussi vivre ses expériences. Et après, il faut l'accompagner dans ses réussites ou ses échecs, si on peut dire ça comme ça, pour qu'il puisse progresser sur ce qu'il a réussi ou pas réussi. Et donc, l'entourage est super important, que ce soit l'entraîneur ou la famille autour, parce que justement, si c'est pas assez bienveillant, mais la bienveillance, ça va à la fois dans le sens de pas mettre un enfant sur un piédestal en lui disant que c'est le plus beau et c'est le plus fort, et pas non plus le surrabaisser parce qu'il n'a pas réussi ce qu'il aurait dû réussir. Mais c'est trouver ce juste équilibre entre en étant juste
et à la fois être à l'écoute d'une émotion ou autre, et comme en pouvant être aussi capable de dire de vraies vérités à son enfant pour lui dire non, là par exemple, bah, t'as pas fait ce qu'il fallait faire et du coup c'est toi le fautif entre guillemets quoi. Je veux dire, il faut aussi que l'enfant soit capable aussi d'entendre qu'il peut aussi faire des erreurs et que ces erreurs il va en payer des conséquences. Alors qu'ils sont, voilà. Ouais, ça va créer de l'apprentissage du coup chez lui. Ouais, moi, je trouve que c'est ça, hein, l'idée en tout cas d'encadrer des enfants aujourd'hui, c'est ça. Et en fait, on essaie peut-être trop de faire des mini-adultes trop tôt. Et à un moment, bah, je pense que les enfants, ils sont fatigués, quoi. Et quand ils arrivent à l'âge où ils doivent devenir professionnels, ça matche pas toujours, quoi. Et justement, après, on en vient à des enjeux ou peut-être que quand ils sont trop jeunes, quand je dis trop jeunes, au moment où ils sont dans cette phase où ils peuvent devenir potentiellement professionnels, les enjeux aujourd'hui sont tels sur finalement la sphère business et autres, que dès lors qu'ils rentrent dans ce cursus-là, peut-être il y a aussi finalement, on était dans une maîtrise parce qu'on était sur un niveau junior semi-pro et putain, on dominait tout le monde. D'un coup, on rentre dans la filière professionnelle, il n'y a plus entre guillemets, d'amateurisme. Et là, il y a des sponsors, il y a des contrats, il y a des trucs. Ah ouais, mais je dois aller faire des pubs, je dois aller signer des machins, je dois... Hein. Ah, mais du coup, je m'entraîne quand? Et en finalité, hop, on arrive sur le moment de faire la compétition et il n'y a plus personne. Et là, on va dire, oui, mais c'est le mental, par exemple, de nouveau. Mais non, peut-être que on n'a pas encadré la personne suffisamment pour lui expliquer les autres enjeux qui allaient venir et trouver cet équilibre entre l'entraînement et l'enjeu économique, quoi. Et pour moi, il n'y a pas d'économie sans performance et d'un côté, il n'y a pas de performance sans économie. Donc, il faut arriver à trouver la meilleure balance pour tout le monde. Ouais, ouais. Et puis, j'allais dire même au sein même de la sphère de l'entraînement, c'est que on prend l'exemple où tu es à niveau régional, les circuits ou les terrains que tu as, ils sont telle difficulté. Tu es au niveau national, il y a tel saut, enfin, tu commences à avoir des sauts et avoir des choses comme ça. Et tu es en Coupe du Monde et tu ça. Enfin, c'est encore plus haut. Et souvent, ce qui se passe avec justement ces catégories de transition, là, avec les juniors, tu vois, quand ils commencent à aller vers les circuits adultes, c'est qu'ils disent, ouais, en fait, chaque fois qu'il va faire des courses nationales, il tombe sur des sauts, tu vois, c'est le mental. Ou chaque fois qu'il va faire ça, ben, il sait plus courir, il court pas bien. Ben ouais, mais en fait, à l'entraînement, est-ce que tu le travailles? Ben non, parce que tu as l'habitude d'être chez toi avec le cercle que tu avais l'habitude d'avoir, etc. Donc en fait, c'est pas juste du mental, c'est que si tu le fais jamais à l'entraînement et que tu recrées pas des vraies conditions de compétition, ben, le mental, ça sera un plus par-dessus. Mais c'est... Si tu simules pas des week-ends de course avec le rythme que c'est et tout ce qui va avec, ben, t'as pas les mêmes exigences qu'en compétition, donc forcément, ça marchera pas. Ah ouais, complètement. L'intensité que tu mets à l'entraînement, il faut qu'elle soit souvent égale à l'intensité que tu dois mettre à un moment donné en compétition, sinon tu n'auras jamais le bon engagement au bon moment. Et ça, c'est pas forcément une question effectivement mentale, même si oui, encore une fois, on n'est pas en train de faire le procès de la préparation mentale, loin de là, parce que ça a une vraie importance. Mais comme on disait, aujourd'hui, on met tout et rien dans la préparation mentale, mais effectivement, si techniquement, finalement, tu n'as pas tout fait à ton entraînement, quand je dis techniquement, ça peut aussi finalement être sur un côté préparation physique par rapport à l'intensité ou la quantité. Tu peux pas décemment prétendre que tu seras capable de mettre le même engagement en compétition puisque tu l'as déjà pas mis à l'entraînement. Donc ça, c'est pas lié au mental, c'est lié au fait que effectivement tu t'es pas entraîné de la bonne manière. Donc, ouais, parce que c'est ce qui se passe parfois quand tu commences à arriver, comme tu dis, à semi-pro ou pro. Tu as toujours un peu, pas les vendeurs de rêve, mais tu sais, tu arrives, tu es naïf et tu n'as pas la connaissance du monde pro.
es jeune et tu vas dans les équipes, tu vas avoir des prestataires, des prépa mentales, des prépas physiques, des entraîneurs qui vont te dire viens avec moi, je vais t'aider, ça va fonctionner. Comme tu dis, il y a de l'enjeu économique parce que ces gens-là, soit ils misent de l'argent sur toi, soit tu les rémunères. Et eux, ils ont un intérêt à essayer de te vendre des choses alors que peut-être que soit tu n'as pas besoin, soit c'est pas au bon moment pour toi. Et je sais pas comment on pourrait l'expliquer, mais tu risques de te perdre, non? Je sais pas si c'est le bon mot. Ouais, non, mais c'est un peu ça. Et c'est là où ça me fait rebondir sur ce sujet-là. Mais c'est là où, pour moi, et on revient toujours sur le pourquoi. Et le pourquoi, il doit te suivre tout au long. C'est-à-dire que et donc le pourquoi et l'importance de l'entourage. C'est-à-dire qu'effectivement, quand après tu en viens à rentrer sur le circuit pro, même si tu es jeune et que peut-être tu peux être naïf ou quoi, et quand je dis le circuit pro, quelle que soit ta pratique ou ton sport, pour moi, alors si on parle de sport individuel, mais après finalement en sport collectif, plus ou moins ça peut être sensiblement la même chose, mais parce qu'on est professionnel et qu'il y a aussi des sponsors qui peuvent arriver en plus du contrat que tu peux avoir avec ton équipe. Mais pour moi, le porteur du projet, ça doit être l'athlète lui-même. C'est-à-dire que c'est à l'athlète, grâce à tout son parcours de formation et finalement grâce aussi à l'éducation qu'il a pu recevoir, soit de ses parents ou des éducateurs qu'il a rencontrés tout au long de son cursus, d'être capable de dire, OK, même si je suis jeune, aujourd'hui, quand je veux performer, je sais que pour l'instant, j'ai besoin de ça. Ça peut être la prépa physique, peu importe la sphère, mais j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. Dès lors où il sait plus ou moins ce qu'il peut avoir besoin, il a confiance à la fois dans les personnes avec lesquelles il travaille et avec finalement le besoin qu'il peut avoir. Mais si à un moment donné, tu as un côté instable, si je peux dire ça comme ça, où justement, tu n'as pas maîtrisé toutes tes différentes étapes lors de ton cursus ou parcours de formation, et que potentiellement, on t'a toujours dit, oui, de toute façon, pour performer, il faut faire comme ça, et c'est pas autrement, et que ça, on te l'a ancré depuis que tu as 14 ans jusqu'à tes 20 ans, tu arrives à 20 ans, en fait, ça se trouve, tu es tout seul, voué à toi-même, tu n'as pas d'entourage, tu es sur tes croyances limitantes parce qu'on t'a dit que pour performer, il fallait faire comme ça et c'était pas autrement. Et de là, potentiellement, vient se greffer finalement tout un tas de gens qui viennent parce que tu es un athlète, donc ça brille un peu, tu es sponsorisé par Red Bull, ou il y a la télé, ou il y a des médias, enfin tout ça, et viennent te dire, ouais, mais tu comprends, tu devrais faire ci pour mieux fonctionner, tu devrais faire ça. Et là, comme l'athlète a potentiellement pas forcément la performance, il est en doute, donc il va écouter. Mais dans l'écoute, il n'arrive pas à se dire lui il a tort, lui il a raison, tout ça. Donc en fait, il écoute tout le monde. À la fin, tu fais plein de choses, mais plein de choses qui n'ont pas forcément de sens parce que tu n'en as pas forcément besoin. Il y a des trucs qui peuvent en avoir, mais est-ce que tu le fais parce que ça a du sens? Ou est-ce que tu le fais parce que tu as vu quelqu'un le faire ou parce que quelqu'un t'a dit qu'il fallait le faire et donc du coup tu le fais en te disant bon apparemment lui le fait, ça marche, donc si je le fais ça va marcher pour moi, mais en fait peut-être que ça me correspond pas du tout. Et donc voilà, si on mélange un peu tout ça, et pour prendre un peu la question de départ, si tu as eu un environnement stable dès le départ et tout ça, la suite fait que tu vas toujours prendre des décisions qui normalement vont être réfléchies, sensées, et qui vont toujours avoir finalement un fil rouge avec une continuité qui va plutôt être une continuité ou même si tu fais des changements, c'est toujours pour aller vers le mieux, quoi. Et alors que si tu as eu des zones d'ombre un peu dans ton parcours de formation et que tu es un athlète un peu voué à toi-même et que tu n'es pas en capacité de mener ton projet de manière individuelle en ayant confiance en toi, il y a un moment où tu vas dévier parce que toutes les personnes qui vont tourner autour de toi et qui vont avoir un intérêt pour eux-mêmes avant d'avoir un intérêt pour toi,
vont te faire partir dans plein de directions et à la fin, ça fait des fois des montagnes russes, quoi. Des fois, ça va marcher, c'est cool, mais autant ça marche pas longtemps et du coup, ça retombe encore plus bas que de là où tu venais et t'as pas cette courbe un peu régulière de progressivité ou de progression plutôt qui t'amène vers une carrière plus homogène et plus confortable, si je peux dire ça comme ça, quoi. Ouais, c'est que dans tous les cas, dans une carrière sportive, tu vas faire face à des difficultés, ou du moins à des événements que tu n'as pas prévus, mais tu limites quand même le spectre des événements inattendus en ayant cette base-là. Ouais, c'est ça l'idée, et que peut-être, en fonction des événements inattendus, tu sois plus armé pour prendre les meilleures décisions lorsque ça t'arrive, parce que si tu n'es pas armé, finalement, d'un moment inattendu, tu peux en faire le pire comme le meilleur, en fait. Et si tu as les armes pour le faire, et les armes, ça peut être, voilà, encore une fois, ton éducation, ton entourage, tout ce que tu as appris. Mais en fonction de ce que tu as appris, peut-être que tu n'as pas les bonnes armes. Et là, d'un événement, entre guillemets, néfaste, tu peux le transformer en quelque chose de grandiose, comme en quelque chose qui finalement anéantit toute la suite de ta carrière, quoi. Ouais, c'est vraiment une bonne vision. Comment tu placerais le fonctionnement, ou du moins la dualité entre le privé et le fédéral? Parce que on sait que en France, le sport il est structuré avec les fédés. On ne peut pas faire du sport de compétition ou de haut niveau si on n'est pas à la fédé. Je parle pour les fédés qui sont délégataires olympiques, etc. Ou si tu veux une sélection en équipe de France, tu es obligé de passer par là. Et d'un autre côté, les privés, parce que actuellement, je pense que le sport pro vit grâce aux privés et pas grâce aux fédés, parce que les athlètes, c'est pas la fédé qui les fait vivre. Et c'est compliqué, justement, de ce que tu disais, de trouver un équilibre entre les deux. Et comment on peut jongler entre ça? Ouais, alors ça, c'est des sujets qui sont un peu clivants aussi, hein, parce que le système fédéral existe depuis longtemps en France. Après, je pourrais pas comparer avec l'étranger parce que j'ai pas eu assez d'expérience à l'étranger pour savoir comment ça fonctionne. Mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est que alors à la fois le sport de haut niveau et nos métiers se développent de plus en plus, hein. Il y a aussi beaucoup de plus en plus de préparateurs physiques sur le marché, comme il peut y avoir de plus en plus de préparateurs mentaux. Et si tu rajoutes ceux qui font tout en même temps, ça fait encore plus de monde. Et donc, pour donner du travail à tout le monde, il y a forcément le secteur privé qui s'est beaucoup développé. Et l'avantage surtout du secteur privé, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre. Donc, du coup, finalement, quelqu'un qui est entraîneur dans une structure privée va peut-être avoir la capacité d'avoir une vision parfois un peu plus globale de son sport et donc peut-être entraîner différemment. Et il y a certains athlètes qui aiment aussi cette vision de pouvoir être entraînés différemment que dans un cadre fédéral dans lequel parfois ils ne se sentent pas bien pour se développer personnellement parce que le cadre ne leur correspond pas. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, effectivement, la fédération est là aussi pour encadrer le sport et la pratique, et donc on ne peut pas faire sans. Et donc, je dirais, le dialogue entre les deux doit être important et les relations doivent rester cordiales. Sinon, évidemment, à la fois on pénalise l'athlète, à la fois on peut pénaliser une fédération parce que une fédération qui potentiellement se passe des meilleurs athlètes pour des raisons politiques, parce que peut-être l'athlète a décidé de sortir du cadre fédéral pour s'entraîner autrement. Alors, est-ce qu'il est sélectionnable ou pas? Bonne question, mais c'est des fois dommage pour des raisons politiques de faire des choix comme ça. Donc, c'est une question qui est assez difficile à répondre, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que tout le monde reste ouvert et dialogue surtout,
et qu'on arrête peut-être les guerres un peu de clochers ou de villages où chacun essaie de dire qu'il est le meilleur ou autre. Enfin, je vais pas faire de comparaison trop crue, mais j'ai toujours l'impression que voilà, c'est la guerre de celui qui fait le meilleur entraînement. Moi, je suis le meilleur, je suis le plus beau, j'ai les meilleures méthodes. Oui, tout ça, très bien, pourquoi pas. Mais la finalité, on fait tous aussi le même métier, on a la même passion au départ, on peut discuter, on peut échanger. Et peut-être on peut se rendre compte qu'on peut avoir des visions différentes au départ, mais on a quand même un tronc commun. Et finalement, les visions, elles peuvent malgré tout nous amener au même résultat. Donc plutôt que d'essayer de faire du communautarisme ou autre, essayons plutôt de, de se lier, que ce soit privé ou public, fédéral ou privé, quoi, et de faire progresser le sport comme ça. Ok, ouais, non, c'est intéressant et je pense que ça va être un des enjeux majeurs de la suite du sport français. Parce que on s'aperçoit que, comme tu dis, les travers du privé ou du fédéral, ça amène à des situations qui sont problématiques pour les athlètes. Et je pense que s'ils n'arrivent pas à c'est ubuesque, quoi. Hein, ouais. Comme on a pu le voir avec la judokate où on voulait pas qu'elle concourt pour la France parce qu'elle avait pas la bonne marque de kimono ou de ce genre de truc. Bon, voilà, les enjeux des fois sont tels qu'à un moment il faut essayer de laisser remettre le sport à sa place, ne pas oublier que c'est un jeu et que oui il y a des enjeux économiques et oui tout ça mais voilà, que tous les acteurs puissent être en capacité de se parler sans se fâcher. Et ça, on peut aller même plus loin dans la formation. Hein. C'est de la même manière que ce serait bien que les universités et les fédérations se parlent et qu'on puisse du coup homogénéiser un peu potentiellement les diplômes. Et puisque en finalité, tu peux avoir un master et les mêmes prérogatives que quelqu'un qui a un BE ou un BP donc il y a un moment voilà c'est des guéguerres de clochers et potentiellement oui si on arrivait à un peu plus discuter ce serait je pense profitable pour tout le monde. Ouais. Si du coup on devait résumer toute notre discussion et donner 3 conseils à soit un entraîneur qui emmène des athlètes à haut niveau ou un athlète qui nous écoute, lesquels ça serait? Résumé, c'est dur hein, parce qu'on a parlé beaucoup. Non, mais déjà, ce serait d'éviter la spécialisation trop tôt et de garder toujours en tête que si on s'occupe d'enfants ou d'adolescents, que justement toutes leurs filières physiologiques sont pas toutes à maturité et qu'à un moment il faut laisser le temps au temps et justement arriver à, à objectiver des résultats par rapport à des étapes je dirais, de croissance pour ne pas tomber dans les travers de dire à un enfant qu'il est bon ou pas bon en fonction de ses résultats. D'avoir je dirais, le plus de bienveillance possible et d'écoute avec un enfant. Enfant, quand je dis enfant, ça va jusqu'à adolescent et les gens qui sont sur un parcours de formation pour être justement dans cette écoute bienveillante et le ressenti des émotions qu'on peut avoir lorsqu'on fait un match, lorsque on stresse parce qu'on va avoir de la compétition, parce que peut-être on stresse parce qu'on a peur de se blesser, quelles que soient les raisons, mais les accompagner là-dedans, mais les accompagner sans en faire quelque chose de, je dirais, qui dépasse, qu'on n'y mette pas non plus une importance trop importante. Ouais. C'est pas une belle phrase, mais il faut savoir juste mettre l'importance juste des choses. Et après, globalement, apprendre
je dirais, apprendre à un athlète à être autonome et en étant autonome, être capable de ressentir ce dont il a besoin et pourquoi il en a besoin pour être en capacité, lorsqu'il sera peut-être athlète professionnel, de prendre les choix qui lui correspondent et du coup être plus à l'écoute de ses besoins et qui peuvent évoluer, mais du coup, comme on lui aura donné des clés et des armes, il sera en capacité de les écouter et de les ajuster plutôt que finalement, je dirais, infantiliser trop tôt les gens au risque de leur créer des tas de croyances limitantes pour le futur. Et s'il y a des croyances limitantes, pour travailler dessus après, c'est tellement compliqué qu'en fait, c'est comme si on limitait dès le plus jeune âge le potentiel d'un gamin et ça, c'est dommage. Ouais, totalement, totalement. Écoute, c'était vraiment intéressant notre discussion. On était parti sur un sujet un peu vaste et on savait pas forcément ce qu'on allait réussir à en dire. Pourtant, c'était un sujet qui nous tenait à cœur à tous les deux. Bien sûr. Mais en tout cas, merci pour l'échange. C'était vraiment intéressant et j'espère que ça pourra aider les coachs ou les athlètes qui nous écoutent. Alors moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Après, échanger, je prends toujours du plaisir à le faire. Après, on partage pas toujours tous les mêmes idées, mais encore une fois, le but, c'est de rester à l'écoute et d'avoir assez de recul pour se dire que parfois, on n'a pas la meilleure vision et qu'effectivement, en tout cas, on ne détient pas la vérité. Mais c'est un vaste sujet et on pourrait déborder encore des heures sûrement. Mais c'était intéressant d'échanger là-dessus, effectivement, et j'espère que ça pourra aiguiller à la fois des jeunes, éduquer les parents peut-être aussi, éduquer des éducateurs, et j'espère peut-être que certains, dans 5 ou 10 ans, quand ils seront athlètes professionnels, s'ils ont écouté le podcast, ils se diront « c'est cool ». Ouais, c'est ça. Là, j'étais en train de réfléchir et je me dis, ouais, en fait, il y a un deuxième débat, un truc très vaste, c'est là. Tu parlais de spécialisation avec, en fonction de la maturité. Et en fait, je me dis, en fait, je vais pas poser la question parce que sinon, on repart dans un autre podcast de 2 heures. Mais effectivement, je pense qu'il y aurait matière à faire un 3e épisode là-dessus. Mais en tout cas, ouais, c'est. Effectivement, il n'y a pas de règle. C'est important de se faire son propre avis, d'écouter un peu tout ce qu'on a raconté ou de ce que les gens racontent. Et après, si on devait le résumer, c'est comme tu dis, pourquoi tu fais du sport? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui te motive à le faire? Ouais. Mais il faut trouver la bonne motivation pour être sûr de pratiquer pour les bonnes raisons. Et la même chose pour l'encadrement, c'est pourquoi tu es préparateur physique et tu accompagnes des athlètes ou pourquoi tu es éducateur, kiné, enfin, est-ce que tu vois, c'est parce qu'en fait on peut retomber dans le même débat, c'est est-ce que tu accompagnes un athlète pour toi te mettre en valeur ou parce que tu veux vraiment que l'athlète réussisse? Ouais, c'est complètement ça. Ça, je l'ai vécu aussi dans mes expériences et effectivement, même en tant qu'encadrant, le but c'est quelle est ta motivation? Est-ce que c'est effectivement briller au plus haut niveau parce que waouh, on va te dire waouh, t'es génial et tout, ou est-ce que finalement, moi je dis toujours, j'ai eu la chance de suivre Johan pendant très longtemps, mais il aurait fait du curling bâton que je pense j'aurais mis le même investissement dedans. Parce qu'en fait, c'est ce qui me fait vivre et vibrer, c'est d'aider l'athlète à devenir la meilleure version de lui-même. Après, avec mes moyens, avec ma vision, avec tout ça. Et le reste, en fait, ça m'importe peu. Donc, ça vient parce qu'on le fait progresser, mais c'est pas le moteur premier, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, un grand merci à toi. À la prochaine. Ouais, merci Gaël, salut.